Mais je vous invite à regarder les 40 propositions pour l'Île-de-France de Valérie Pécresse. Vous connaissez le truc qui s'appelle l'éducation nationale? Foin de l'éducation nationale. On va régionaliser ça. Vous connaissez le truc qui s'appelle le SMIC? Vous savez, en Île-de-France, on mériterait d'augmenter le SMIC. Seulement, si j'augmente le SMIC en Île-de-France, j'ignore deux choses. D'abord, c'est que probablement, je vais le baisser ailleurs. C'est extrêmement dangereux, ce qui a été proposé par la région Île-de-France. Ça ne nous a pas beaucoup alertés, mais c'est la mort du service public, parce qu'elle propose de régionaliser l'éducation nationale pour en fait ensuite la liquider. Et c'est la mort de l'égalité territoriale dans ce pays. Si vous prenez, là-dessus je prends le breton parce que le breton est quand même particulièrement emblématique, après vous avoir parlé longuement de la Corse. Si vous prenez le breton tel qu'il est enseigné aujourd'hui, en fait c'est une recréation, une reconstruction du début du XXe siècle. À l'époque vous avez des militants qui disent « Ah, eh bien il va falloir qu'on reconfigure une langue ». Donc on va reprendre l'ensemble des dialectes et on va tout fusionner. On va recréer une langue, on va virer tous les apports du latin, tous les apports du français, on va aller chercher des mots qui viennent du Pays de Galles et on va substituer ce vocabulaire-là au vocabulaire issu des langues latines. Monsieur Morel, bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On est très heureux de vous accueillir dans le cadre du cycle de conférences publiques organisé par l'Institut Humanisme Total à Paris. Vous êtes juriste, constitutionnaliste, vous êtes maître de conférences à l'Université Panthéon à Sas, et vous êtes spécialiste des institutions et de la vie politique de notre pays. Vous êtes également docteur en sciences politiques. Vous allez nous présenter donc, les résultats de vos travaux, notamment que vous avez exposé dans votre dernier livre « La France en miettes », publié aux éditions du CERF, qui est disponible à la librairie. J'invite donc nos camarades, nos militants et nos auditeurs à se procurer le livre en fin de conférence. C'est un livre qui nous a beaucoup intéressés, dans lequel vous présentez, qui s'appelle « La France en miettes », sous-titré « Ethno-régionalisme, l'autre séparatisme », dans lequel vous analysez une dynamique qui prend de plus en plus d'importance justement ces dernières décennies, qui concerne justement la velléité régionaliste qui se traduit de façon politique, d'une velléité d'indépendance et d'autonomie de plus en plus qui se constitue contre et en dehors du cadre national. Et vous montrez qu'en fait, sous des revendications apparemment innocentes, identitaires et culturelles, en fait, se cache bien d'autres choses, et notamment une recomposition politique, économique et institutionnelle du territoire de notre pays. Et vous analysez justement tout ça sous tous ces aspects, justement à la fois culturels, idéologiques et économiques et politiques et institutionnels, bien évidemment. C'est ça qui nous a particulièrement intéressés. Et voilà, vous montrez qu'en fait, derrière ces revendications, c'est une véritable dislocation en fait, institutionnelle de notre pays qui menace, et que justement, ce sont les acquis aussi du peuple français qu'il a pu inscrire dans son histoire et par ses luttes dans le cadre de l'État-nation, qui se trouvent évincés au profit justement de nouvelles formes de gouvernance locale, et d'un point de vue régional, mais aussi supranational, et comment justement ces dynamiques s'alimentent les unes les autres avec le niveau justement européen et régionaliste, et comment voilà, de nouvelles baronnies en fait, locales peuvent avoir les mains libres avec des intérêts privés justement qui peuvent décider finalement de la destinée des Français, à l'encontre justement d'un réel mouvement de reconquête de notre souveraineté, auquel on réfléchit beaucoup justement au sein de notre institut, et qu'on veut justement intégrale, une souveraineté qui prend en compte l'ensemble de ces dimensions, et qu'on lie aussi à la question identitaire, etc. Donc c'est pour ça que votre livre nous a paru vraiment tomber dans le mille de nos réflexions actuelles. On est très heureux de vous entendre, et je vous laisse la parole sans plus tarder. Merci beaucoup pour cette introduction, merci pour cette invitation, et merci à tous d'être venus durant ce froid soir d'un mois de janvier pour venir discuter de ce sujet qui est un sujet en fait fondamentalement important. On parlait un petit peu tout à l'heure en off et je disais que j'avais été relativement étonné par la portée qu'avait pu avoir ce livre, parce que c'est un sujet qui en règle générale n'est pas facile à traiter. La plupart du temps, lorsque vous parlez de ce type de thème, et ça fait quelques années déjà que je ferraille en disant voilà, là on a un sujet, on vous dit non mais en fait, t'en fais des tonnes, il n'y a pas vraiment de risque, la France est un vieux pays centralisé jacobin, bon on est quand même un pays décentralisé depuis 1982, mais c'est un vieux pays centralisé jacobin, il n'y a pas de risque. En réalité si.
hein. Je vais revenir sur un certain nombre de chiffres, mais aujourd'hui, la région européenne dans laquelle on vote le plus pour des partis, je reviendrai sur la définition ethno-régionaliste, ce n'est pas l'Écosse, ce n'est pas la Catalogne, c'est la Corse. Donc c'est une région française. Vous allez me dire, oui, mais bon, d'accord, la Corse, vous savez, la Corse, c'est une île, c'est particulier, la Corse, c'est un cas à part. Oui, sauf qu'en fait, les derniers résultats des nations en Corse, c'est 67%. Il y a ne serait-ce que 10 ans, ils étaient entre 20 et 25%. Il s'est donc passé quelque chose. Et ce quelque chose, il n'est pas là de tout temps. Certes, c'est la Corse, mais si vous prenez le taux de breton qui se dit aujourd'hui plus breton que français, eh bien, on est passé en 20 ans de 20 à 40%. C'est exactement le nombre d'Écossais qui se disaient plus écossais que grand breton à la veille de la montée en puissance du mouvement écossais qui allait amener au référendum de 2016. Donc s'il y a un sujet, la France n'est pas un pays qui serait un pays épargné par un type de sujet qui aujourd'hui paralyse nombre de nos voisins, que ce soit les Belges, que ce soit l'Italie, que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit l'Espagne. Aujourd'hui, une grande partie de l'Europe, je verrai et je tenterai de vous expliquer sur quels critères, est dans une situation compliquée par rapport à ce type de sujet. Donc il s'agit de comprendre pourquoi, il s'agit de comprendre ce qui nous arrive et il s'agit de comprendre les erreurs que peut-être d'autres ont fait et que nous gagnerions à ne pas faire. Désolé, j'essaye d'articuler, pourtant j'ai fait des phrases tout à l'heure d'articulation à la test sono, mais la journée a été longue et donc je vais quand même tenter d'être audible. Peut-être pour commencer, un fait d'actualité, pour vous montrer un petit peu, je dirais, le caractère très prégnant de tout ça. Il ne vous a sans doute pas échappé que le président de la République s'était rendu à Ajaccio le 28 septembre dernier et avait fait un discours devant l'Assemblée de Corse, un discours sur l'autonomie de la Corse. Ce discours devrait nous interroger. Il est passé tout de même un peu sous les radars, on en a parlé, mais soyons francs, on n'en a pas parlé longtemps. Déjà, premier point qui interroge dans ce discours, son contexte. Ce discours arrive comme une réponse à Emmanuel Macron qui avait promis lors des dernières présidentielles, au mois de mars 2022, l'autonomie à la Corse. Il la promet dans un contexte très particulier. Il la promet alors qu'on a des manifestations de jeunes qui caillassent, qui brûlent des commissariats en l'honneur. Je me suis fait reprendre parce que j'ai dit à un député national récemment en hommage à Ivan Colonna, il m'a dit c'est pas un hommage, c'est un honneur. Alors je reprends le terme, en l'honneur d'Ivan Colonna. Ça change visiblement tout. La collectivité territoriale met ses drapeaux en berne. Normalement, quand on met ses drapeaux en berne, c'est pour un héros national, pour un chef d'État étranger, pour un président de la République ou un ancien président de la République qui est décédé. Là, on le met pour quelqu'un dont le seul fait de gloire est d'avoir tiré dans le dos d'un préfet de la République. La collectivité fait ce geste. Simeoni se rend à l'aéroport, accompagne le cercueil, touche le cercueil d'Ivan Colonna comme s'il s'agissait d'un saint. C'est un peu le boxon dans les rues d'Ajaccio, ça commence à nuire un peu à la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Donc on envoie Darmanin sur le plateau de BFM qui dit « Samuel Paty, Ivan Colonna, en gros, même combat ». C'est étonnant, ça interroge, dirions-nous. Pourtant, c'est quelque chose qui est à ce moment-là assumé de manière relativement claire et on lâche le mot autonomie. Et vous avez un chef de l'État qui intervient devant l'Assemblée de Corse, fait un parallèle assez étrange dans le vocable entre d'un côté le mouvement les résistants corses durant la Seconde Guerre mondiale et Colonna, et cède à la violence, en réalité. Et c'est le premier problème de ce discours. Vous avez un État qui a cédé à la violence. Moi, je veux bien dire que les soulèvements de la Terre font n'importe quoi quand ils veulent sauver la planète. Oui, je suis juriste, alors j'ai un petit côté légaliste, ça fait partie de mes tropismes un peu étranges, mais en effet, on ne transgresse pas la loi pour une cause quelle qu'elle soit. Mais si jamais on peut brûler un commissariat, si jamais le fait d'avoir tiré dans le dos d'un préfet fait de vous un héros pour qui on met les drapeaux en berne, qu'est-ce qu'on dit au soulèvement de la Terre?
Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes de banlieue qui se révoltent au mois de juin dernier en disant eh ben, nous, on n'est pas contents avec des revendications plus ou moins posées ou mal posées, mais malgré tout, est-ce qu'il faut les condamner? Céder à la violence, c'est ouvrir la porte à quelque chose qui devient extrêmement dangereux, et pourtant, encore, c'est ce que l'on a fait. Ce n'est pas la première fois qu'on cède à la violence. Vous avez eu des maires violentés au Pays Basque. Vous avez un certain nombre de folklore en Bretagne en termes de posage de bombes par le FLB qui également ne semble poser problème visiblement à personne. L'Alsace est également un cas assez singulier. Donc, premier élément qui est, je dirais, important à souligner dans ce discours du président de la République. Deuxième élément qui est important à souligner, Emmanuel Macron propose de reconnaître une communauté culturelle et linguistique corse. Alors vous allez me dire, ça ne mange pas de pain, parce qu'en fait, il s'agit de faire une forme de deal. Fondamentalement, le problème pour reconnaître un peuple corse, c'est que la notion de peuple dans la Constitution française, elle n'est pas ethnique. La notion de peuple, elle est politique. Le peuple, c'est le souverain. C'est pour ça que, reconnaissant des peuples d'outre-mer, eh bien, on reconnaît un droit à la sécession pour les outre-mer. Mais le peuple, c'est le souverain. Si vous reconnaissez un peuple corse, vous introduisez une rupture au sein du peuple français, encore une fois, définition strictement politique, et donc à partir de là, il n'y a plus de souveraineté. L'unité du peuple est la garantie de la souveraineté de ce même peuple. Donc, ce n'est pas possible. Ça, Emmanuel Macron le comprend à peu près. Mais du coup, il dit, c'est pas grave, on va avoir une forme de modus vivendi. Vous voulez un peuple corse? Pas vous le donner, je vais vous donner une communauté culturelle et linguistique corse. La notion de communauté dans la Constitution, elle n'est jamais apparue, à part quand on parlait de la communauté française, et il s'agissait de la nouvelle mouture de l'Empire colonial après 1958. Ça a fait long feu cette affaire, mais c'est resté dans la Constitution jusqu'en 1995. Mais la notion de communauté était une forme de substitut à la notion de fédération à l'époque. Là, la notion de communauté, elle prend un autre tour. Je suis constitutionnaliste. Quand j'ai un jeune de banlieue qui vient me voir et qui me fait « Monsieur Morel, moi je veux qu'on reconnaisse ma communauté ». Je lui dis, mais on ne reconnaît pas ta communauté. Mais tu sais, ça ne veut pas dire que ta communauté est méprisable, ça veut simplement dire que la République est universaliste, elle ne reconnaît que des citoyens. La seule communauté qui est reconnue, c'est la communauté des citoyens. Et donc, ce faisant, eh bien, ta communauté a le droit d'exister, mais elle ne peut être reconnue légalement. Je lui dis quoi demain ? Demain, je lui dis, non, alors des communautés, la Constitution en reconnaît, il y a la communauté corse, donc la tienne, eh bien, il faut également la reconnaître. Parce que si je reconnais la communauté corse, pourquoi je ne reconnaîtrais pas la communauté bretonne, la communauté auvergnate, la communauté pachtoune, la communauté issue de l'émigration de telle région du Sahel, etc. Pourquoi ? Soit je reconnais toutes les communautés, auquel cas je rentre dans un système qui est une république communautaire, communautarisée, communautariste. Soit je hiérarchise les communautés. Je dis, ah ouais, mais ta communauté à toi, par contre, elles ne sont pas très bonnes. Hein. Vraiment. Et donc, ce faisant, la communauté corse, ça c'est bien. Par contre, ta communauté à toi, je suis désolé. Là, à ce moment-là, non seulement je reconnais des communautés, mais je les hiérarchise. C'est la définition juridique du racisme. Donc, ce que propose Emmanuel Macron, la fleur au fusil, c'est de nous donner le choix entre, d'un côté, le communautarisme et de l'autre, le racisme. C'est embêtant. Vous écoutez Gabriel Attal aujourd'hui à l'Assemblée, les mots sont encore là. Pourtant, ça fait quelques mois qu'on est quelques juristes à dire à tous les politiques « Non, c'est pas une bonne idée, il ne faut pas reconnaître les choses comme ça. Quand même vous voudriez reconnaître l'autonomie de la Corse, c'est pas du tout une bonne idée de le faire comme ça, vous ouvrez une boîte de Pandore complètement folle. » Visiblement, ils n'ont toujours pas compris. Dernier point qu'évoque Emmanuel Macron dans son discours, il propose, alors il ne propose pas tout à fait, c'est pas clair, mais en tout cas, il ne ferme pas la porte à une autonomie législative. La Révolution française, c'est quoi? Je ne vous parle même pas de la République. Je vous parle de la nuit du 4 août 1789. La nuit du 4 août, abolition des privilèges, des ordres et des provinces. C'est l'universalité de la loi. Le législateur est un. Et ce principe de base, c'est un principe qui ne vient pas de nulle part. C'est un principe qui est inhérent à la pensée des Lumières et qu'on trouve notamment très fortement chez Rousseau, parce que si jamais la loi est plurielle, si jamais je peux m'exempter moi-même de la loi devient un instrument d'oppression. Si jamais je dis, voilà, moi cette loi, je ne me l'applique pas. Par contre, à toi, je te l'applique. Eh bien, à ce moment-là, la loi est ce que de manière inégalitaire, j'impose à l'autre, et ce faisant, le privilège que moi-même, je me ménage.
La base de la liberté, la base du fonctionnement libéral de la communauté politique post-1789 repose sur l'universalité de la loi. Ce principe-là, il a connu deux exceptions. La colonisation, les nations font référence à la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est un territoire dixit en voie de décolonisation, d'où le caractère spécial et la possibilité d'avoir une législation à part. Et Vichy, le statut des Juifs. J'ai tendance à penser que ce ne sont pas vraiment des préalables tout à fait désirables. Pourtant, c'est ce qu'on propose pour la Corse. Donc vous voyez que ce discours du 28 septembre, il est extrêmement important parce qu'en fait, on fait sauter les fondements de ce qui a fait, au-delà même de la République, l'ensemble des bases idéologiques, politiques de la France depuis 1789. Ces principes-là, ni l'Empire, ni même la Restauration ne sont revenus dessus. Pourtant, open bar. Comment l'expliquer? On l'explique en réalité parce que vous comprenez, le régionalisme, c'est sympa quand même. Enfin, je veux dire, c'est des petites cultures, c'est des cultures locales, il faut les sauver, il faut les aider. Et vraiment, en ne faisant pas ça, eh ben, on va détruire les fondements de ces cultures. Premier point, là c'était mon introduction, premier point que j'aimerais aborder avec vous, cette notion d'ethno-régionalisme. L'ethno-régionalisme, ce n'est pas les petites patries. L'ethno-régionalisme, ce n'est pas les cultures locales. Petite anecdote d'entrée. Lorsque j'ai fait la promotion de ce livre, j'ai notamment été invité sur Public Sénat. Sur Public Sénat, j'ai été amené à débattre avec Frédéric Bierry, président de la collectivité européenne d'Alsace, quelqu'un de fort sympathique, avec qui on a eu un échange. Mais il y avait un reportage, et ce reportage portait sur la mairie de Vitré. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent à peu près la géographie de la Bretagne. Vitré, ce n'est pas vraiment la Basse-Bretagne, ce n'est pas vraiment le Beau-Finistère, c'est quasiment l'Anjou. Bon, à Vitré, on n'a jamais parlé breton, hein. Même au Moyen-Âge, on n'a jamais parlé breton. On parlait une langue qui est une langue d'Oïl, qui est la langue gallo. La maire de Vitré, dans ce reportage, était extrêmement contente de montrer qu'elle faisait de la double signalisation en breton. Et donc, Isabelle Le Callennec, hein, pour ne pas la citer, était extrêmement heureuse de montrer que, là, regardez, ici, c'est la Bretagne. On parle breton. Mais on n'a jamais parlé breton à Vitré. Donc, résultat, le lendemain, une association de défense du gallo a été démonter les panneaux, Isabelle Le Callennec, qui les a remis. Parce qu'on ne badine pas avec le breton. Ils ont été redémontés. Elle les a remis. Je ne sais pas exactement à combien on en est de démontage de panneaux à Vitré depuis cette aventure. Il y a bien eu au moins 3-4 allers-retours en termes de montage-démontage. Ça a dû coûter assez cher aux contribuables de Vitré. Mais bon, qu'importe. C'est très révélateur. L'important, il n'y a aucun administré à Vitré qui se retrouve errant dans la ville en cherchant un panneau en breton parce qu'il n'est pas capable de retrouver son chemin. Il n'y a pas d'intérêt pratique. Il n'y a même pas vraiment d'intérêt culturel. Il n'y a pas de vieux bretonnants qui se disent « moi j'ai besoin de retrouver le Vitré de mon enfance ». Non, en fait, on recrée des noms en breton, d'ailleurs maintenant en normand, parce que Hervé Morin, qui adore copier sur les bretons, parce que l'identité normande c'est très très important aussi, crée également des noms en normand maintenant. Donc vous avez une recréation totale d'une forme de nom de lieu en normand, uniquement pour que ça fasse normand. Donc on est là-dessus sur un jeu qui est un jeu qui, vous voyez, n'a pas grand-chose avec les petites patries. La petite patrie, c'est quoi? La petite patrie, c'est l'existence d'une culture locale. Cette culture locale, elle est fondamentalement discontinue, variée. En Bretagne, Brest n'a jamais vraiment parlé breton. Brest, c'est une fondation royale, on parlait français. Et en même temps, vous avez au sein de la Basse-Bretagne plusieurs dialectes qui coexistent, le vantais, etc. Si vous remontez en Haute-Bretagne, à ce moment-là, on parle gallo, d'accord? Et on ne parle pas vraiment breton depuis le haut Moyen-Âge. À Rennes, à Nantes, on ne parle pas breton, historiquement. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a des exilés bretons de Basse-Bretagne qui viennent, etc. Oui, mais il y en a aussi eu à New York et à Paris. On n'a pas fait de la double signalisation, d'accord? En Alsace, pareil. L'alsacien,
c'est en fait une recomposition alémanique, de francique, etc. La langue est resynthétisée au XIXe siècle. Et vous avez des territoires, la vallée d'où vient le président actuel de la collectivité européenne d'Alsace, Frédéric Bierry, la vallée de la Bruche, c'est une vallée où on parlait en fait une langue d'oïl également, proche de ce qui se parle dans les Vosges. D'ailleurs, la vallée était rattachée à l'Alsace au moment de l'annexion par l'Allemagne. Donc, c'est loin d'être si évident. Idem en Corse, vous avez plusieurs dialectes corses. Des dialectes qui sont plutôt proches du sarde au sud, plutôt proches du toscan au nord. Voilà. Bref, vous avez une grande diversité dans la manière dont ces langues vont être appréciées. Et vous avez de l'interpénétration avec le français. Beaucoup de vocabulaire va venir du latin, va venir du français. Si vous prenez, là-dessus je prends le breton parce que le breton est quand même particulièrement emblématique, après vous avoir parlé longuement de la Corse. Si vous prenez le breton tel qu'il est enseigné aujourd'hui, en fait c'est une recréation, une reconstruction du début du XXe siècle. À l'époque vous avez des militants qui disent « Ah, eh bien il va falloir qu'on reconfigure une langue ». Donc on va reprendre l'ensemble des dialectes et on va tout fusionner. On va recréer une langue, on va virer tous les apports du latin, tous les apports du français, on va aller chercher des mots qui viennent du Pays de Galles et on va substituer ce vocabulaire-là au vocabulaire issu des langues latines. Ce dialecte-là, et puis par ailleurs, comme ils viennent tous, en règle générale, ces militants, de milieux francophones à l'origine, c'est souvent pas des bretonnons d'origine, ils vont copier des structures idiomatiques françaises en reprenant du vocabulaire gallois. Donc vous avez des parties du breton moderne, en fait, qui sont simplement du français prononcé en gallois. J'exagère un peu, mais c'est un peu l'idée. Les structures idiomatiques de la langue bretonne, elles, comme on ne les maîtrisait pas, on ne les garde pas. Les anciens, qui parlaient vraiment le breton, ils ne comprennent rien. C'est une reconstruction idéologique. Mais cette reconstruction idéologique, elle va faire florès, parce que, évidemment, d'un côté, j'ai des langues qui sont des langues rurales. Et ces langues rurales, souvent, ceux qui les parlaient n'avaient pas les ressources économiques, culturelles, scolaires, et tout bêtement, le réseau pour les défendre. En revanche, les militants, venant plutôt de centre-ville, etc., plutôt des bourgeois, eux, ils vont tout à fait trouver un relais à Paris, ils vont faire financer ces nouvelles langues, qui peu à peu vont devenir la version officielle promue par l'État, d'abord par l'État, par les collectivités territoriales, etc., de ce que doit être la culture locale. Vous voyez que là, on ne défend pas une petite patrie, on ne défend pas une culture locale en enseignant le breton à Vitré. On enseigne quelque chose et on promeut quelque chose qui est en fait un logiciel militant. Ce logiciel ne se bande pas à la langue. Vous avez également au début du XXe siècle la reconstruction d'histoire. Prenez par exemple l'histoire basque. Basculons un petit peu. C'est très rigolo l'histoire du Pays basque, parce que Pays basque, ça fait très gauche anticapitaliste, et en même temps, le drapeau du Pays basque, il est créé par Monsieur Arana. Monsieur Arana promeut la pureté de la race basque et refuse les mariages non mixtes entre basques et non basques. M. Arana crée le drapeau. Il recrée également totalement une histoire du Pays basque en disant le Pays basque est une entité qui a toujours existé, etc., ce qui n'est pas vraiment vrai. D'accord ? Par ailleurs, la race basque, entre guillemets, remonte au néolithique. Bon. Les militants modernes trouvent ça super génial parce qu'en plus, il paraît qu'il y a un héritage accordé aux femmes au Pays basque structurellement, ce qui est totalement faux. En fait, c'est une vision globale de l'héritage qu'on trouve dans le sud de la Garonne. Mais qu'importe, en réalité, par ailleurs, dans une société très patriarcale. Mais qu'importe, aujourd'hui, vous allez avoir des réunions intersectionnelles sous le haut patronage du drapeau de M. Arana, qui refusait les mariages non mixtes. Pourquoi pas? Mais ça dit beaucoup de choses en réalité sur la reconstruction des idéologies et la reprise sans vraie réflexion de tout ce qu'on peut appeler un kit identitaire, en fait. Autrement dit, au début du XXe siècle, vous avez des militants qui vont mettre en place ce kit identitaire. Un drapeau, un hymne,
Et on va pas une langue reconstruite, une histoire repensée, et ensuite on va pas trop s'interroger sur d'où vient ce kit identitaire. Mon ami Frédéric Berry, dont je vous parlais tout à l'heure, il met sur son bureau très souvent le drapeau officiel de l'Alsace, historique, hein, alors pas de la collectivité européenne d'Alsace, qui est un gros bretzel, ce qui est juste infâme, mais le vrai drapeau des fusions Haute et Basse-Alsace réunies. C'est en effet le drapeau alsacien qu'on pourrait dire historique. Mais il met aussi, et je ne pense pas qu'il y ait de mauvaises intentions de sa part, le drapeau autonomiste. Le Gwenadou, en Bretagne, c'est un drapeau qui est créé par Morvan Marshall, qui est collaborateur à Je suis partout. C'était le drapeau des sympathisants nazis pendant la guerre. Il n'avait pas le droit de citer aux sorties de la guerre. C'était le drapeau de la collaboration. Mais quelques années après, on finit par considérer que tout ça relève de tout temps. C'est presque un drapeau datant du Moyen-Âge, alors qu'en fait, il a été copié-collé sur le drapeau américain. Et tout ça, prenant la patine du temps, n'est plus réellement interrogé. Lorsque j'ai sorti mon livre, je raconte dans le livre que l'hymne breton actuel, adopté par le Conseil régional de Bretagne, le Brogos Mazadou, a été écrit par François Jaffrenoux, qui est un fiefé antisémite. Alors je ne vous cite pas les phrases de tête parce qu'elles sont assez infâmes. Grosso modo, il dit la Shoah, ça a été réalisé ici au XIVe siècle, donc on n'a pas à refaire, etc. Si lui n'est pas antisémite, je ne vois pas vraiment qui peut l'être. J'ai eu des militants bretons qui m'ont dit « Oui, non, il n'est pas antisémite. » Quand même, là, je ne sais pas, je veux bien essayer de lire entre les lignes, mais ça, si ce n'est pas antisémite, on peut enlever le mot du dictionnaire, en fait. Donc non, c'est un fiefé antisémite, clairement. Et lorsque j'ai dit ça dans le livre, communiqué officiel de Loïc Chesnay-Girard, le président de la région Bretagne, « Je ne suis pas antisémite ». Ah non, je ne pense pas que Loïc Chesnay-Girard soit un antisémite néo-nazi qui fait des messes noires dans sa cave. Non. Mais en revanche, il a fait voter par son conseil régional un hymne écrit par un fiefé antisémite. L'autre excuse, c'est « oui, non, mais il a copié ça sur les Gallois ». Oui, alors, je suis prof, quand un étudiant copie sur une autre copie, ce n'est pas une excuse pour dire « non, mais en fait, c'est pas si grave, hein, il est antisémite et puis en plus, il est plagiaire, donc tout va bien ». Bon, bref, tout ça pour vous dire que les excuses en la matière sont très limitées. L'important n'est pas de se demander est-ce que vous avez un conseil régional antisémite en Bretagne. La réponse est non. Mais on n'a pas interrogé du tout de cette source. Ok, c'est l'hymne breton. Ce truc date des années, c'est pas Bretagne de tout temps. Mais ok, c'est ça. Le drapeau, mais c'est ça, c'est évident. La reprise du kit identitaire, sans même réfléchir à ce que cela signifie, eh bien, ne pose pas de questions. Ce kit identitaire, il va être porté par des associations. Ce kit identitaire, il va être porté par des structures. Et ces structures ne sont pas neutres idéologiquement. Dans l'enseignement immersif en Bretagne, il y a quelques années, vous aviez des manuels avec, comme exemple, la Bretagne sera libre quand la France aura disparu. Repeat after me. Et vous continuez avec des enfants. Hein, voilà. Tout ça souvent sous contrat. Mais bon, les inspecteurs ne comprenaient rien. Donc, bon, finalement, ça a été révélé, je crois, par le Nouvel Obs, donc c'était un petit peu embêtant. Le manuel en question a disparu. Mais il y a probablement encore des choses qui sont assez croustillantes si vous épluchez la littérature éducative. Donc, on a quand même un certain nombre de sujets, vous voyez, ce n'est pas simplement des petites patries qui demandent à survivre, et d'un autre côté, un méchant État jacobin qui a envie que ces petites patries disparaissent. Attention, l'État a fait des bêtises, n'a pas encouragé les langues régionales, notamment quand elles ont commencé à disparaître, pas tant à cause de l'école, mais surtout à cause de la télé dans les foyers partout en Europe dans les années 60, mais on n'a rien fait pour enrayer le mouvement dans ces années-là. Et donc, résultat, aujourd'hui, on se retrouve avec des militants qui sont des militants chevillés au corps, visant très clairement un logiciel qui est un logiciel séparatiste. Une fois qu'on a dit ça, il faut essayer de comprendre que ces militants, ils sont fondamentalement minoritaires, sauf si justement ils sont soutenus par l'État, par les collectivités territoriales, qui vont porter ça au nu, qui vont soutenir les initiatives, et qui parfois vont soutenir des initiatives qui interrogent. Un exemple que j'aime beaucoup donner, l'université de Corté. À l'université de Corté, vous avez un amphithéâtre Aquaviva. C'est le nombre de plastiqueurs du FLNC.
il n'a pas eu des grands faits de gloire, et tout d'un coup, il s'est dit tiens, si je plastiquais une villa, non, non, il est connu uniquement pour avoir plastiqué une villa, et s'il a donné son nom à l'amphi, c'est parce qu'il avait plastiqué une villa. Je ne vous parle pas d'une institution privée, je vous parle d'une université publique. J'ai des collègues qui ont fait soutenir des thèses dans cet amphithéâtre. D'accord On a accepté ça. Allez dire aux jeunes Corses ensuite, non, mais la violence, c'est pas bien. Quand ils rentrent dans l'amphi pour faire leurs études, c'est le nom d'un plastiqueur. Donc, s'il a donné son nom au bâtiment, c'est ce qui, a priori, c'est ce qu'il a fait, c'était plutôt bien. Pourtant, on a laissé faire ça. On a accepté ça. Et là, je ne vous parle pas d'un truc sous l'ère Macron. Hein. Ça date du début des années 2000, l'amphithéâtre Aquaviva. Donc, on a quand même un certain nombre de sujets en la matière. On a accepté, on a capitulé par manque de compréhension, et ensuite on s'étonne que vous ayez une jeunesse qui est chauffée à blanc en Corse. Ben non, il n'y a que des syndicats indépendantistes à l'université de Corté. Tous les autres ont viré. Je ne parle pas de syndicats nationalistes, hein, je parle bien de syndicats indépendantistes. Donc, en effet, il y a un sujet. Ce sujet, aujourd'hui, si jamais on ne le prend pas à bras-le-corps, dans certaines régions, vous commencez à avoir une hégémonie idéologique qui s'impose. Vous avez des anciens du FLNC à la tête de France 3 Corse, par exemple. Pas des anciens autonomistes, hein, des anciens du FLNC. Donc, en Corse, il est très très compliqué aujourd'hui d'avoir un débat public structuré, parce que vous avez des méthodes de communication, vous avez une communication institutionnelle de la collectivité de Corse, mais également indirectement de l'État, qui est complètement cornaquée par l'idée nationaliste, indépendantiste. Ça, c'était pour le premier volet de ma présentation. On a donc des cultures qui méritent d'être protégées, mais qui ne le sont surtout pas par des militants qui souvent conduisent beaucoup plus à les détruire. Hein. Parce qu'encore une fois, quand vous enseignez le breton en zone gallo, vous ne sauvez pas une culture, vous en détruisez une. Mais au-delà de ça, ça n'explique pas pourquoi aujourd'hui on semble avoir une montée en puissance de ce type de phénomène. Pour arriver à le comprendre, il faut arriver à s'intéresser un peu à la structure des États. La structure des États, le degré de décentralisation et surtout la nature de la décentralisation va avoir un impact sur la montée des ethno-régionalismes, sur la capacité que certains partis politiques vont pouvoir avoir à faire valoir ce qui est identitaire et à peu gagner une hégémonie culturelle. Ce qui va compter, ce n'est pas tant d'ailleurs le degré de décentralisation. Tout à l'heure, je vous ai cité les pays qui ne vont pas bien. L'Italie, la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Espagne. Je ne vous ai pas cité l'Allemagne, pourtant l'Allemagne est un pays fédéral. Alors, il ne faut pas existentialiser l'opposition fédéralisme-État unitaire. Par exemple, l'Autriche est bien plus centralisée que ne l'est l'Espagne. La Russie est un pays fédéral dans lequel Vladimir Poutine nomme les gouverneurs de province, ce qui n'est pas la preuve d'une grande autonomie locale. Vous pouvez avoir des pays unitaires dans lesquels vous avez une très forte décentralisation, c'est le cas de l'Italie, c'est le cas de l'Espagne. Donc, fédéralisme, État unitaire, en soi, ce n'est pas prédictif du degré d'autonomie locale. Mais bon, ça fait plaisir aux jurys, c'est des catégories bien posées, etc. Bon. Quoi qu'il en soit, l'Allemagne est un pays fédéral très décentralisé. Mais l'Allemagne est un modèle symétrique. Autrement dit, chaque land a les mêmes compétences qu'un autre land. Et ça, c'est la clé, en réalité. Les modèles qui sont symétriques sont des modèles stables, quel que soit le degré de centralisation ou de décentralisation. Les modèles asymétriques sont instables. Un exemple pour vous faire comprendre, qui est l'exemple le plus simple, mais on pourra éventuellement également discuter d'autres cas, comme par exemple l'Espagne. La devolution en Grande-Bretagne, ça date du début des années 2000. Alors, les racines sont en 98, mais à l'époque,
Tony Blair propose à toutes les régions britanniques une forme plus ou moins avancée d'autonomie. Les Anglais n'en veulent pas, alors qu'il y a des possibilités également pour l'Angleterre, mais les Anglais n'en veulent pas. Les Écossais en veulent beaucoup. Ils ont voté contre quelques décennies auparavant, mais là, il y a une majorité des Écossais qui veut une large autonomie. Les Gallois, eux, sont moyens heureux. Ils n'en veulent pas vraiment. Mais bon, ils votent à 51% pour un statut d'une moindre autonomie que celle de l'Écosse. On pourrait revenir d'ailleurs sur la notion d'autonomie, qu'est-ce que ça veut dire, mais bon. A priori, tout le monde est content. Les Anglais voulaient rester administrés par Westminster, ils le sont. Les Écossais ont un statut de plus grande autonomie, ils l'ont. Les Gallois ont un statut d'autonomie administrative, ils l'ont aussi. Mais au bout de quelques temps, la vie politique galloise est obsédée par un truc. On n'est quand même pas des sous-Écossais. Parce qu'en fait, les Écossais, ils ont quand même eu un statut mieux. Et comme ils ont un statut mieux, ça montre que leur identité, elle est quand même mieux. Parce que forcément, quand vous avez une identité plus chevillée au corps, vous avez un meilleur statut. Or, nous, on a un statut un peu au rabais par rapport aux Écossais. On n'est pas des sous-Écossais. On veut un statut à l'écossaise. En 2011, à force de réclamer, ils obtiennent le statut à l'écossaise. Les Écossais, à ce moment-là, se disent « mais zut, je veux dire, on n'est quand même pas des Gallois. » Parce que vous avez vu Braveheart, Liberty, etc. Les Gallois, ils étaient où, eux, pendant ce temps, Bon, de mémoire, il les a intégrés dans le film, Mel Gibson. Mais bon, ça n'a absolument ni queue ni tête, ce film, d'un point de vue historique. En réalité, ils sont quasiment anglais depuis le haut Moyen-Âge. C'est quand même un peu la honte d'être gallois. Bref, on veut un statut mieux parce qu'on ne veut pas être assimilé aux Gallois. Ils l'obtiennent. Nouvelle réflexion au Pays de Galles, mais on n'est quand même pas des sous-Écossais. On veut un statut à l'écossaise. Et finalement, ils finissent par l'obtenir à nouveau. Je vous rassure, tout ça a une fin. Que se disent les Écossais? Ils se disent « mais on n'est quand même pas des Gallois, zut !» Puisque c'est comme ça, on se tire. Référendum de 2016 et volonté d'indépendance. Qu'est-ce qu'on a fait en Grande-Bretagne? On a fait ce qu'on appelle de la décentralisation asymétrique, ce qu'en France on appelle de la différenciation territoriale. Mais ça, en faisant ça, vous liez trois choses. Vous liez d'un côté une identité, de l'autre un statut, et enfin des compétences. Plus j'ai de compétences, plus mon statut est un statut de grande autonomie, plus mon identité est réputée comme étant reconnue. Si jamais mon identité n'est pas celle qui est la mieux reconnue, si jamais je n'ai pas le statut de plus grande autonomie dans un État, à ce moment-là, ça veut dire que mon identité est méprisée. Et ça, personne n'a envie de voir son identité méprisée. Pourquoi ce serait moins bien d'être auvergnat, je suis auvergnat donc ne vous moquez pas, que être corse ou alsacien? D'accord? En réalité, personne n'a envie de se dire je suis d'une forme d'identité marginale qui ne mérite que quelques compétences supplémentaires par rapport au droit commun. C'est assez horrible comme vision des choses. Or, la décentralisation asymétrique induit ça, induit une forme de course à l'échalote. Course à l'échalote entre régions. En Espagne, par exemple, la question est un peu moins linéaire, mais tout aussi intéressante. Les Basques ont un statut qu'on appelle un statut floral, où ils peuvent prélever directement l'impôt. Ça fait rougir de jalousie les Catalans, qui évidemment, du coup, n'ont trouvé que l'indépendance pour arriver à avoir la même chose, parce qu'on ne veut pas leur donner le statut floral, parce que déjà que ça fait du Pays Basque une collectivité prédatrice d'un point de vue économique, j'y reviendrai, sur le territoire espagnol, on ne va quand même pas avoir un super Pays Basque dans la personne de la Catalogne. Donc, tout ça fait que c'est l'indépendance ou le chaos. Donc, ça crée un effet de concurrence entre régions, mais ça crée également un effet de concurrence entre partis. Parce que si vous reprenez ma vie politique galloise, à l'origine, j'ai des Tories, des conservateurs, qui sont pour le statu quo, ils ne veulent surtout pas de la dévolution. Vous avez des travaillistes qui, eux, sont pour une dévolution telle qu'obtenue dans le premier statut, c'est-à-dire autonomie administrative.
Et vous avez le Plaid Cymru, qui est le parti régionaliste, qui veut une fédéralisation de la Grande-Bretagne. Vous regardez aujourd'hui la vie politique galloise, les Tories veulent plus de devolution, les travaillistes veulent la fédéralisation, voire la confédéralisation de la Grande-Bretagne, et le Plaid Cymru veut l'intégration du Pays de Galles indépendant dans une Europe des régions. En fait, ça crée un effet qui est un effet également de concurrence entre partis. Dans un modèle classique symétrique de décentralisation, il y a les compétences de la collectivité, il y a les compétences de l'État. Ce système-là fait que lorsque je fais campagne sur les compétences dont je dispose. Je ne peux pas aller dire on va aller chercher des nouvelles compétences à Londres. Si jamais tout est négociable, si Londres me dit bah, si tu me demandes une nouvelle compétence, je te la donnerai peut-être. À ce moment-là, le débat change de nature. Je débat non pas seulement sur les compétences que j'ai, mais sur les compétences que je pourrais obtenir. Si je suis un parti régionaliste et que je dis moi, je veux la compétence sécurité, parce que les Gallois, il est plus possible de sortir de chez soi. Qu'est-ce que je fais, moi, parti travailliste, par exemple, face à ça? J'ai deux choix. Soit je m'aligne, soit je dis non, mais en fait, l'identité galloise, ça ne mérite quand même pas la compétence sécurité. Compliqué. Hein, regarde ton identité, elle n'en vaut pas la peine. C'est ça le message qu'on envoie. Deuxième élément, tu as des problèmes en sortant de chez toi, tu as des soucis de sécurité, c'est le rôle de l'État, moi je ne peux rien faire. Oui, mais lui, il va me dire qu'il va régler. Oui, mais c'est pas bien. Donc non, je suis contraint de m'aligner au bout d'un moment. Quand je rentre dans une démarche asymétrique, j'ai forcément une montée aux extrêmes vers l'indépendantisme. Et quand les autonomistes arrivent au pouvoir, en réalité, ils n'ont plus grand-chose à vendre une fois arrivés au pouvoir. Ils n'ont à vendre que de la gestion. Or, ils ont été élus, désignés sur un logiciel qui est un logiciel de reconquête de la souveraineté régionale. Et donc, très rapidement, ils se font dévorer par les indépendantistes, que souvent, ils ont eux-mêmes formés. Hein. Ce qui se passe en Corse au mois de mars 2022, c'est les petits de Gilles Simeoni qui, formés pendant des années dans l'amphithéâtre Aquaviva, demandent des comptes en disant « Non, mais là, c'est bien, tu gères pas très bien la collectivité, mais surtout, on ne t'a pas élu pour ça, on veut l'indépendance. Nous, donc maintenant, voilà, on n'a pas été formé dans l'amphithéâtre Aquaviva pour rien. » Mouvement catalan, idem. Ce sont les jeunes formés de manière radicale par les nationaux catalans qui, entre 2007 et 2016, vont faire des manifs et vont réclamer de la vieille élite de la droite catalane notamment, nous on veut l'indépendance maintenant. Et les vieux barons de la droite autonomiste catalane vont devoir dire, même si les milieux économiques sont moyens chauds derrière, il va falloir qu'on cède aux jeunes pousses qu'on a formés de manière radicale. Parce que là, on n'a plus rien à leur vendre à part la bonne gestion et ce n'est pas suffisant. Le mouvement catalan, ça n'était pas ça. Donc, quoi qu'il arrive, on a une poussée vers les extrêmes liée à ces deux dynamiques. Dynamique au sein de chaque région et dynamique entre régions. Aujourd'hui, quand vous discutez avec les nations corses, ils vous disent « nous, ce qu'on veut, c'est un statut à la néo-calédonienne ». Il faut comprendre le caractère totalement absurde de cet exemple. Je l'évoquais tout à l'heure. La Nouvelle-Calédonie est, dixit les accords de Nouméa, un territoire en voie de décolonisation. On a donc des nations corses qui demandent à devenir une colonie. Ok. Oui, nous, on veut le statut du résident. Le statut du résident implique de sortir de l'Union européenne. Alors pourquoi tu mets un drapeau européen partout? La Nouvelle-Calédonie est un territoire où on paye en francs pacifiques. Ok, il faut sortir de l'euro aussi alors. Très bien. Cet exemple est absurde. Aller chercher le modèle néo-calédonien n'a aucun sens, sauf que si. C'est le modèle de la plus grande autonomie au sein de l'ensemble français. Et donc, si je veux que mon identité soit reconnue, il faut que je vise le modèle de la plus grande reconnaissance possible, qui est le modèle néo-calédonien. Quand je discutais avec Frédéric Bierry, vous savez, mon président de la collectivité européenne d'Alsace, il me disait, mais moi, le modèle que je vise, c'est le modèle corse. Le statut de la Corse actuel et les précédents
ont été construits, pensés, élaborés pour une île-montagne. Je ne suis pas très bon en géographie, mais l'Alsace, île-montagne, je voyais ça plus plat et moins entouré d'eau salée. D'accord ? Durant les régionales en Bretagne, les membres de la liste LR qui s'appelait Isson la Bretagne avaient été faire une visite à Strasbourg pour découvrir comment marchait ce superbe modèle institutionnel créé pour un territoire transfrontalier rhénan, qui était le modèle alsacien. Les Corses rêvent de Nouvelle-Calédonie, les Alsaciens rêvent de Corse, territoire ayant la plus grande autonomie dans l'ensemble métropolitain, et les Bretons rêvent d'Alsace, territoire qui a un statut un peu bizarre, j'y reviendrai, au sein de la métropole hors Corse. Vous voyez que le mouvement qu'on décrivait de manière un petit peu schématique concernant la Grande-Bretagne, c'est le même. Là, hein. On a cet effet mimétique qui n'a pas grand-chose à voir avec la défense d'une culture, qui n'a pas grand-chose à voir avec la manière dont je vais gérer de manière plus efficace les politiques publiques, mais qui est lié à cet effet de surenchère qui est assez bien documenté. Là, je vous fais le truc de manière un peu rigolo, mais on a quand même des études statistiques en sciences politiques qui montrent que ça se passe comme ça un peu à chaque fois, hein, notamment les études de Massetti-Shekel, etc. Ce que visiblement les dirigeants français ignorent assez superbement. Hein. La notion de différenciation territoriale, c'est quand même la même bêtise fait par rapport à la plupart de nos voisins avec 30 ans de retard, ce qui montre une forme de tropisme un peu idiot. Bref, donc on a cette logique-là. Cette logique-là, elle représente un danger à plusieurs endroits. Elle représente un danger, d'abord, évidemment, pour l'unité de la République, parce qu'on sait comment le truc marche, s'enclenche. Pour l'instant, il n'y a personne qui a réussi à refermer la boîte de Pandore. Les Italiens, peut-être un peu. Les modèles italiens, moi, me donnent un peu d'espoir. Ils semblent avoir trouvé un truc, les Italiens. Mais en même temps, les régions qui posent réellement problème en Italie sont des régions sur lesquelles vous n'avez quasiment aucune identité culturelle. C'est-à-dire que c'est là le modèle, justement, le modèle padan est un modèle merveilleux. C'est-à-dire que la Padanie, historiquement, ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu d'État padan. Hein. Il y avait un duché de Milan, etc., etc. La Padanie, c'est une construction strictement politique par la Ligue du Nord pour dire on ne veut pas payer pour les gens du Sud. Et donc, on crée une langue padane. On crée une langue padane, on fusionne des dialectes au sein de l'ensemble padan qui ressemblent comme deux gouttes d'eau aux dialectes d'à côté, sauf que comme ils sont fusionnés entre eux, ils sont un peu différents de ceux d'à côté. Et donc, à partir de là, c'est ça la langue padane. Et puis, on crée une histoire padane, sauf que cette histoire padane, encore une fois, elle n'existe pas vraiment. Donc là, on est dans la création la plus disneylandesque d'un point de vue identitaire qui soit. Pourtant, ça a pris. Comme quoi, vous voyez qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un ancrage culturel profond pour que ça prenne. Mais c'est un peu plus fragile, évidemment, que d'autres ancrages culturels, plus récents également, hein, ça date des années 90 essentiellement, dans sa diffusion en tout cas. Donc, mais l'Italie peut être un petit motif d'espoir en la matière tout de même. Donc premier danger, c'est évidemment danger pour l'unité nationale, l'unité de la République. Le deuxième danger, il porte également sur la possibilité de mener même des politiques publiques. Dans la notion de différenciation territoriale, il y a plusieurs éléments. Et il y a notamment l'élément de dérogation à la loi. Moi, je vous invite à penser à cette notion. Emmanuel Macron, en 2017, fait un grand discours devant le Congrès. Et il dit « Nous allons faire un pacte girondin avec les collectivités territoriales. » On ne fait pas de retour historique. L'opposition jacobin-girondin sur les collectivités territoriales et décentralisation, c'est une aberration historique. Il n'y a jamais eu une opposition sur ces sujets sous la Révolution. Hein. Tout le monde était là-dessus départementaliste et pour l'unité de la loi. La différence qui opposait jacobin et girondin, c'était le rôle du peuple de Paris en matière de droit à l'insurrection. C'est essentiellement ça. Mais bon, je mets ça de côté, c'est rentré dans le vocable commun. Dans la notion de pacte girondin, vous avez la possibilité de déroger à la loi. On parlait tout à l'heure d'État fédéral. On parlait de l'Allemagne. Hein, donc ce n'est pas un vieux truc de jacobin centralisateur. En Allemagne, je vous l'ai dit, même statut pour tous les Landes.
chaque land, tous les lenders, disposent du même statut. J'ai beau être très très fier d'être saxon, parce que c'est quand même mieux qu'être bavarois, parce que ces gens-là sont un peu des barbares, ou plutôt l'inverse en réalité, parce que on a plus de liens culturels avec les Bavarois, donc soyons fiers d'être bavarois, et disons que c'est un peu la honte d'être saxon. N'empêche, chacun a les mêmes compétences, le même statut, et donc je ne crée pas d'effet qui va être un effet de montée en épingle, comme j'ai pu l'évoquer. De l'autre côté, le principe du vieux fédéralisme, c'est justement de dire, il y a le Bund, où il y a l'État fédéral aux États-Unis, il y a les lenders, où il y a les États fédérés aux États-Unis. Et entre les deux, j'ai une Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, qui n'a pas pour objectif d'abord dans les modèles fédéraux de protéger les droits fondamentaux, a pour but de répartir les compétences. Et donc, j'ai un modèle purement symétrique. Et j'ai un modèle sur lequel le principe de base, c'est qu'on respecte la norme. La loi fédérale s'impose aux entités fédérées, et si jamais elles ne la respectent pas, elles sont sanctionnées. Si jamais l'État fédéral marche sur les plates-bandes des États fédérés, eh bien à ce moment-là, c'est la Cour constitutionnelle qui renvoie dans C22 l'État fédéral. Dans aucun modèle juridique, on ne repose sur la dérogation. Enfin, ce n'est pas une histoire, encore une fois, de degré de centralisation, de décentralisation ou de fédéralisation. Si vous avez une loi et qu'on vous dit, mais bah écoute, cette loi, elle t'embête, elle est trop précise, trop pénible, bah déroge. Vous imaginez le code de la route où on peut déroger 30 km/h devant l'école. Je déroge. Feu rouge, je déroge. Évidemment, là, on est dans l'absurde. Mais c'est le principe pourtant. C'est le principe qui est posé. Ce principe, il est dingue du point de vue du fonctionnement juridique. Pourtant, c'est ce qui est proposé. Et c'est ce qui a failli être voté en 2018, si jamais l'affaire Benalla n'avait pas empêché la révision constitutionnelle, et c'est ce qui est encore dans l'esprit de pas mal de personnalités dans le monde politique concernant l'évolution des collectivités territoriales. Ce qui est très intéressant, c'est que la méchante association ultra-jacobine et anti-collectivité territoriale qui s'appelle l'Association des maires de France a dit que c'était complètement stupide parce que ça crée des risques juridiques, d'abord pour les collectivités territoriales qui risquent de se retrouver face à gérer le fait qu'elles-mêmes rentrent dans l'illégalité, ce qui est bizarre. Donc, vous voyez jusqu'où, entre guillemets, aujourd'hui, ce concept de différenciation territoriale, qui a ce volet-là, on peut déroger à la loi, et qui a un autre volet qui est décentralisation asymétrique, peut être dangereux. C'est également dangereux pour l'égalité entre les citoyens. C'est dangereux pour l'égalité entre les citoyens pour plusieurs raisons. D'abord parce que, si jamais je me retrouve dans une collectivité riche, je vais avoir plusieurs choses. D'abord, ma collectivité va pouvoir aller chercher de nouvelles compétences. Et ça va lui donner un avantage concurrentiel. La différenciation territoriale est pensée comme une mise en concurrence entre les territoires. Regardez ce qui se passe en Espagne. Le Pays basque est devenu, le Pays basque espagnol, est devenu une région prédatrice. Pourquoi ? Parce que statut floral. Ils peuvent baisser les impôts. Résultat, ils ont évidé totalement le tissu industriel du nord de l'Espagne. Youpi, paradis fiscal à l'intérieur même de vos murs. Bon, en France, on n'ira peut-être pas jusque-là, quoique, mais en revanche, ce qui est certain, c'est que quand j'exacerbe des identités infranationales, je romps les solidarités. Padani. Mais pourquoi je paierais pour le Mezzogiorno ? Après tout, on n'est pas dans ici. Et Naples, c'est pas en Padani. Donc, je ne vois pas pourquoi je paierais des trucs à Naples. Référendum, pseudo-référendum, consultation dans lequel seuls les convaincus ont voté en très petit nombre, organisé par Frédéric Bierry en Alsace. Argument, il faut que les impôts des Alsaciens restent en Alsace. Alors c'est sympa, hein, mais l'Auvergnat que je suis a quand même mal pour son développement territorial. Et si j'étais un nationaliste corse, je m'inquiéterais beaucoup de ce type de sujet. Au cas où. Parce que je rappelle que dans les 20 régions les plus pauvres de l'Union européenne, la seule qui n'a pas vu, durant la crise de 2008, son PIB s'effondrer
et son chômage s'envolait, c'est la Corse. Pourquoi? Eh ben parce que l'État était là. La décentralisation, ça produit des inégalités. On peut se rouler en boule et dire non, mais c'est pas vrai. En général, quand on dit ça en élu local, on dit oui, mais moi je gère très très bien, donc ça ne produit pas des inégalités. Bah oui, tu gères très très bien, c'est bien, mais déjà tu avais peut-être des bons fondamentaux dans ta collectivité, et puis ton voisin à côté qui visiblement, lui, bah, il n'a pas les deux neurones qui se touchent, lui il gère très très mal, et donc ça produit des inégalités par rapport à ton voisin. Donc oui, ça produit des inégalités, et tu produis, et ça te profite parce que tu es très bon, mais ça ne profite pas à tout le monde. Rapport de deux organismes qu'on ne peut pas vraiment considérer comme étant extrêmement étatistes, qui sont le FMI en 2014 et l'OCDE en 2016, la décentralisation produit des inégalités, sauf si il y a une politique forte d'aménagement du territoire et s'il y a une politique de péréquation. Si je romps les solidarités nationales, en considérant qu'on ne vit pas dans le même pays, eh bien à ce moment-là, il n'y a plus de politique de péréquation qui tient. Le premier scalp qu'obtient la Ligue, c'est la fin du fédéralisme fiscal en Italie. Et donc, en effet, la Padanie ne payera plus pour le Mezzogiorno. Donc là, on a un souci qui est un souci, je dirais, d'unité territoriale, mais également d'unité devant les citoyens, d'égalité entre les citoyens. Et ça profite toujours aux régions les plus riches. Parce que là, évidemment, je me suis concentré sur des régions à forte identité dans le cadre de la différenciation territoriale. Mais je vous invite à regarder les 40 propositions pour l'Île-de-France de Valérie Pécresse. Vous connaissez le truc qui s'appelle l'éducation nationale? Foin de l'éducation nationale. On va régionaliser ça. Vous connaissez le truc qui s'appelle le SMIC? Vous savez, en Île-de-France, on mériterait d'augmenter le SMIC. Seulement, si j'augmente le SMIC en Île-de-France, j'ignore deux choses. D'abord, c'est que probablement, je vais le baisser ailleurs. Et que avoir des mobilisations nationales pour monter le SMIC au niveau national va être très très compliqué au fin fond de la Creuse ou du Cantal. Le deuxième élément, c'est que d'où vient le minimum d'égalité territoriale que nous avons? Péréquation, c'est vrai, mais objectivement, alors là, je ne vais pas rentrer parce que je vais très rapidement vous endormir, et même mes étudiants, quand ils sont obligés de subir ça, ils souffrent. Le système de péréquation français, ça ne marche pas très très bien. Okay, pas parce que ça n'existe pas, mais parce que c'est très mal pensé. Il y a plein d'effets pervers. Aménagement du territoire, c'est le premier truc qu'on a décentralisé comme des idiots lors des lois de décentralisation, alors que c'est justement le truc qu'il fallait garder jusqu'au bout parce que ça permet de maintenir l'égalité. Non, ce qui permet de maintenir en grande partie l'égalité territoriale, je vous renvoie notamment aux études de Laurent Davzy, c'est le traitement des fonctionnaires et les pensions. Parce qu'en réalité, si jamais je suis un fonctionnaire payé de la même façon au fin fond de l'Auvergne comme à Paris, eh bien, à Paris, je suis dans la panade, certes, mais en revanche, je suis fonctionnaire, donc j'assume. En revanche, si je suis au fin fond de l'Auvergne, j'ai un pouvoir d'achat plus important. Ce pouvoir d'achat va me permettre d'aller acheter, parce qu'on est en Auvergne, du fromage. Ça va faire monter, ça va faire marcher le fromager. Le fromager, ça va également faire marcher le laitier, ça va faire marcher, etc., etc. Bref, je crée de l'activité par de la redistribution liée à mes pensions de retraite, liées à mes minima sociaux, liées à mes traitements des fonctionnaires. Si je détruis ça, si je cède à Valérie Pécresse avec la bouche en cœur qui nous dit « oui, il faut que les franciliens aient un SMIC supérieur », je détruis l'unité territoriale, l'égalité territoriale dans ce pays. C'est extrêmement dangereux ce qui a été proposé par la région Île-de-France. Ça ne nous a pas beaucoup alertés, mais c'est la mort du service public parce qu'elle propose de régionaliser l'éducation nationale pour en fait ensuite la liquider. Et c'est la mort de l'égalité territoriale dans ce pays. Donc, vous voyez que, in fine, c'est ce que je dis, notamment aux Corses, à la fin, à cette aventure-là, c'est Paris qui gagne. La décentralisation n'a pas vraiment profité à Paris, elle a plutôt profité à Paris et aux grandes métropoles d'équilibre, et c'est surtout le périurbain et le rural qui a souffert dans l'affaire. Donc, on a un problème qui est un problème, je dirais, d'inégalité économique qui se creuse. À côté de ça, on crée des effets de concurrence qui vont être des effets de concurrence normatifs entre collectivités territoriales. Autrement dit, si jamais je veux attirer une entreprise, eh bien, je vais pouvoir jouer sur le moins-disant écologique, social, fiscal.
Et ça, on l'a vu notamment se développer à partir de la crise de 2008 dans beaucoup de pays. Je pense au Portugal, je pense évidemment à l'Espagne, dans lequel eh bien, de tels types de décentralisation à géométrie variable vont créer des effets qui vont être des effets dumping fiscaux, mais également normatifs. Et là, on commence à le voir, c'est-à-dire qu'avec le jeu des roges, eh ben, la loi sur le zéro artificialisation nette, je déroge, etc. Alors, je ne dis pas qu'elle est bien cette loi, elle est ni fait ni à faire, mais on rentre ensuite dans quelque chose où, on s'interdit de mener des politiques publiques, parce que aller mener une politique de transition écologique quand vous avez la moitié des collectivités qui dit « non, j'aime pas, je déroge », bon courage. Plus de politique publique au niveau national, c'est mort. Et de l'autre côté, eh bien, vous créez un effet qui est un effet d'opportunité pour certaines collectivités qui vont jouer sur le moins-disant normatif pour attirer des investissements. Donc, en la matière, on est sur quelque chose qui est extrêmement dangereux et qui, paradoxalement, est probablement l'antithèse de ce qu'on peut appeler la décentralisation. La décentralisation, originellement, c'est la démocratisation des politiques publiques. La démocratisation des politiques publiques implique que l'efficacité n'est pas forcément recherchée pour elle-même, mais elle va être considérée comme étant le produit d'un contrôle des citoyens. Or, avec la différenciation, eh bien, je n'ai pas de vision claire d'un bilan et d'un projet dans le cas d'une collectivité. Aujourd'hui, si je vote par exemple en Alsace, pour arriver à voter en Alsace et pour évaluer un bilan et un projet, je dois comprendre que je vis dans une collectivité européenne. Cette collectivité européenne n'est pas une collectivité à statut particulier et elle n'a pas grand-chose d'européenne. En fait, c'est un département à compétences particulières qui dispose de compétences singulières qui appartiennent en Moselle, par exemple, région avec laquelle j'ai quelques accroches historiques, à la région, mais qui ici appartiennent à la collectivité qui n'est pas une collectivité à statut particulier, mais un département à compétences particulières, qui dispose par ailleurs de compétences de l'État, mais des compétences de l'État résiduelles, souvent avec l'aval du préfet, mais qui ont été déléguées dans le cadre du transfrontalier, qui me permet, à moi, collectivité qui n'est pas une collectivité à statut particulier, mais un département à compétences particulières, d'exercer des compétences singulières, uniques en France, youpla boum, et j'ai un bretzel comme drapeau, venez voter pour moi. In fine, et ça enrichit également l'ethno-régionalisme, ça se finit avec des campagnes qui sont... alors, les compétences, t'inquiète pas, le bilan, cherche pas, mais on va sortir du Grand Est. Ça, au moins, c'est lisible. D'accord ? On crée de l'abstention, on crée de l'illisibilité, on ne crée pas de la démocratie. D'accord ? L'objectif de la décentralisation, c'est la démocratisation des politiques publiques. Aujourd'hui, voter pour les régionales ou les départementales, bon courage pour arriver à évaluer un bilan et un projet. Même les élus ont du mal, en réalité. Donc, on a quelque chose qui non seulement marche sur la tête, mais qui en plus se complexifie à vue d'œil dans un objectif qui est un objectif qui aujourd'hui n'est pas posé, n'est pas défini et induit un certain nombre d'à côté et d'effets négatifs, d'effets pervers, dont j'espère vous avoir convaincu depuis tout à l'heure. Un petit mot, parce que ça m'a été demandé, également sur la question de l'Union européenne dans tout ça. Dans quelle mesure l'Union européenne a joué un rôle délétère ou pas? Alors, je crois qu'il faut élargir un tout petit peu le sujet. Il y a un sujet, d'abord, Conseil de l'Europe. Et je crois qu'en la matière, le vrai problème a plus été du côté du Conseil de l'Europe que du côté de l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe a produit un certain nombre de textes dont il faut bien comprendre et dont il faut bien voir qu'ils ont été écrits par des militants très radicaux, notamment par le réseau Nationenstadt et par l'université de Fribourg, qui, pour vous la faire simple, était une revue officielle nazie qui s'est même pas acheté une seconde virginité, parce qu'en réalité, elle n'en a rien à faire, elle a continué à apparaître, elle a continué à produire des universitaires, parce que l'Autriche a un rapport particulier avec son passé, et ensuite, ce sont eux qui ont écrit la Charte européenne des langues régionales. La Charte européenne des langues régionales, ça paraît sympa comme ça. On va défendre les langues régionales. On applique déjà quasiment tout ce qu'on a ratifié. Le problème n'est pas qu'on défende les langues régionales. Le problème de la Charte européenne des langues régionales, c'est que, justement, on donne des droits à des catégories d'individus. Vous avez des droits qui vont être des droits collectifs accordés
à des communautés. Et là, on retombe sur ma réflexion sur Emmanuel Macron au début. C'est le même sujet en réalité. Pourquoi est-ce qu'on ne ratifie pas la Charte européenne des langues régionales? Pourquoi le Conseil constitutionnel censure? Pourquoi Chirac s'indigne quand il saisit le Conseil constitutionnel à l'époque? Pourquoi le Conseil d'État a toujours dit « ne faites pas ça, ne faites pas ça » Pourquoi le Sénat, qui quand même n'est pas l'institution la plus jacobine de la République, a toujours refusé de ratifier ce truc? Eh bien parce que ça, justement. Et la défense par rapport à ça, elle est double. Elle est de dire « les langues régionales, c'est gentil. Oui, très bien, mais ce n'est pas le sujet. » Et le deuxième type de défense, c'est de dire non, mais vous savez, parce que les attaques, c'est souvent non, mais vous allez donner des droits aux locuteurs allophones, en gros, pour la faire simple, aux immigrés. Et alors là, la réponse, souvent de gauche d'ailleurs, c'est ce qui est le plus rigolo, c'est de dire ah, mais non, 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 attention, hein, non, non, c'est juste pour les langues régionales. En disant ça, vous faites une Macron. Déjà, vous reconnaissez que vous allez reconnaître des communautés, et en plus, vous les hiérarchisez. Ce discours est strictement raciste. Mais c'est pas grave, d'accord? Parce que langue régionale, c'est super, c'est sympa, d'accord? Donc là, il y a un sujet qui est un sujet réellement problématique quant à l'action du Conseil de l'Europe en la matière. Vraiment. L'Union européenne est plus ambiguë. L'Union européenne, il y a plusieurs phases. On a un souci comité des régions, hein. Le comité des régions, il faut voir que ceux qui sont nommés par les États, selon une configuration qui est propre à chaque État. Nous, on nomme une moitié d'élus régionaux, un tiers d'élus départementaux, un tiers d'élus municipaux. En revanche, dans certains États, ça fait partie du modus vivendi que de dire « tiens, là, il y a la place des nations catalans hein. ». Et donc, ce faisant, c'est un porte-voix et un porte-ressources pour un certain nombre d'ethno-régionalistes européens qui vont s'en servir comme porte-voix. Bon, ce n'est pas non plus l'organe qui a le plus d'influence dans l'Union européenne. Historiquement, il y a tout de même eu des groupes qui se sont structurés au sein de l'Union européenne parce que, notamment dans la fonction publique européenne, quand vous étiez catalan et écossais, c'était une bonne façon, c'était une belle carrière et ça permettait de défendre de manière efficace un certain nombre de convictions. Il y a donc eu des politiques européennes qui étaient relativement problématiques. Aujourd'hui, l'Europe est sur plutôt la défensive en la matière. Il y a eu 3 choses qui se sont passées et qui font que, aujourd'hui à Bruxelles, on est en tantinet en délicatesse avec ça. D'abord, il y a eu le référendum catalan. Et lors du référendum catalan, il y a un certain nombre de capitales européennes qui ont tapé du poing sur la table en disant ah, alors là, non, parce que vous allez un peu trop loin, c'est en train de devenir assez problématique. Donc, la réponse est non. Un référendum catalan et référendum écossais. Dont Madrid. Alors Madrid aujourd'hui est un peu vrillé parce que Sanchez a fait alliance avec les indépendantistes catalans. Là c'est très rigolo parce que depuis avant-hier, ils sont partis billes en tête contre l'immigration et donc le PSOE est en train de découvrir qu'ils sont d'extrême droite. Ah ouais, sauf que c'était déjà le cas avant, il fallait juste lire, quoi. D'ailleurs, d'extrême droite, mais la gauche indépendantiste espagnole avait comme devise il y a encore quelques mois, ne payons pas pour les Andalous. Hein. Donc voilà, c'est pas non plus la solidarité, le RC, oui, mais attention, hein, pas en dessus. Le TAJ est une frontière. Donc il y a voilà. Je n'irai pas plus loin là-dessus. Mais Madrid a freiné des cas de fer et d'autres capitales se sont inquiétées, en effet, d'une Union européenne qui apparaîtrait, et ça c'est le vrai nerf de la guerre, comme une forme de parapluie permettant l'indépendance. Parce que clairement, dans un monde dominé par la Chine et les États-Unis, la nation corse indépendante, à part être un paradis fiscal ou un porte-avions chinois, ça n'a pas beaucoup de sens. En revanche, si je dis que je rentre dans un ensemble européen et que je serai, etc., si je n'ai pas les commandes de ma politique monétaire, pas les commandes de ma politique internationale et que je survis grâce au parapluie nucléaire américain, le prix de l'indépendance, en fait, je passe du bac à sable à la cour de récréation, hein, youpi. Donc, du point de vue des risques qu'il y a à devenir indépendant, l'Union européenne permet de se sentir relativement en sécurité et de vendre le logiciel sans qu'il ne fasse trop peur. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect qui a fait que l'Union européenne s'est un peu durcie sur ce sujet, c'est que, en réponse à la montée en puissance, notamment du nationalisme écossais et catalan,
comme ils étaient tous à agiter des drapeaux européens avec des étoiles dans les yeux en disant « oui, l'Union, nous allons y rentrer », etc., en face, le reste de l'opinion publique s'est un petit peu étonné de ça. Et ça a fait monter notamment le UKIP et Vox, puissance grand V. Vous ne comprenez la montée du UKIP, et derrière le Brexit d'ailleurs, vous ne comprenez la montée de Vox que si vous comprenez la crise catalane et la crise écossaise. Et ça, Bruxelles l'a bien enregistré. Le troisième élément, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette anecdote, c'est la négociation du CETA. Pour ratifier un traité qui rentre en partie dans la compétence des États, j'ai besoin de l'unanimité des États. Vous avez certains États, notamment la Belgique, qui sont tellement décomposés que pour que l'État ratifie un traité, il doit lui-même avoir l'aval de l'ensemble de ces régions. Et donc, pendant quelques mois, la Wallonie a bloqué la ratification du CETA par l'Union européenne, parce que pas de Wallonie, pas de Belgique, pas d'Union, et ben, pas de CETA. Et donc ça, forcément, déjà que le truc qui est difficile à gouverner, si jamais en plus vous avez un droit de veto infranational, ça devient juste ingérable. Donc aujourd'hui, l'Union européenne est un peu dans l'expectative vis-à-vis de ça. Il n'y a pas non plus de politique, je dirais, qui serait une politique de remise en cause d'attaque directe contre des mouvements qui représenteraient un danger pour l'unité des États membres, mais il n'y a pas non plus d'encouragement officiel ou officieux. En revanche, ces mouvements vont être extrêmement bien organisés, toujours à l'échelle européenne. Région et Peuples solidaires en France, qui adhère à un mouvement plus large de la réunion des partis régionalistes en Europe, vise clairement un fédéralisme européen. Ça fait partie de la perspective, quelque chose qui est construit, qui est théorisé, qui est pensé. Ils font alliance avec Europe Écologie Les Verts au Parlement européen en visant justement une fédéralisation d'une Europe des régions. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement posé et qui fait qu'il est parfois, on avait cette discussion hors antenne, mais il est parfois assez étrange de voir beaucoup de souverainistes français se gargariser de ces partis qui tout d'un coup défendraient les cultures locales contre la mondialisation qui écrase. Alors on a dit déjà, ils ne défendent pas du tout les cultures locales, et puis surtout, ils sont très clairement et très explicitement, c'est dans leur statut, c'est dans le statut de leur alliance, pour la décomposition des nations au sein d'une Europe des régions. Donc la première chose qu'on pourrait faire peut-être quand même pour respecter ces partis, et ils sont composés de gens qui malgré tout demeurent respectables, même si j'ai des vraies oppositions idéologiques avec eux, c'est de les écouter. Et quand vous les écoutez et que vous lisez leur programme, ils ne sont pas très ambigus, d'accord ? Ils sont même parfaitement explicites. Et même si Simeoni jure qu'il est le plus grand républicain de France actuellement, le fait est que quand il fait ses vœux, il les fait toujours devant un drapeau européen, devant un drapeau corse, et il n'y a toujours pas de drapeau français. Donc voilà. Pour conclure, parce que le temps est arrivé, on m'avait donné officieusement jusqu'à 20h30. Pour conclure, je dirais moi, ce que je trouve relativement intéressant et inquiétant, c'est qu'on arrive quand même à faire les mêmes erreurs que les autres 30 ans plus tard. Et on arrive non seulement à faire les mêmes erreurs que les autres 30 ans plus tard, mais on arrive en plus à les réitérer. En règle générale, si jamais vous avez un enfant qui voit un autre enfant mettre sa main sur une plaque chaude et qu'il se brûle, il a un tantinet d'empathie. Il se dit, bon, ok, l'enfant, il est espagnol, mais a priori, moi, je suis français, malgré tout, je devrais avoir mal aussi. La plupart des enfants à peu près normaux ne vont pas faire la même chose derrière. D'accord ? Bon, nous, en Corse, on s'est dit, attendez, les Espagnols, franchement, petite nature, nous, on est des super-héros. Allez, je pose ma main sur la plaque chaude. Aïe, ça fait mal. Première région qui vote pour les partis régionalistes en Europe. Mais c'était une main de pas super-héros. La main gauche, c'est une main de super-héros. Regardez l'Alsace. Et donc, évidemment, en toute bonne réflexion, on ne devrait pas faire ça. La réalité, c'est que le personnel politique actuel semble ne pas vraiment tenir compte des erreurs du passé. Alors ça commence un petit peu depuis la publication du bouquin et depuis que Loïc Chisnet-Girard a eu la bonne idée de remettre à Elisabeth Borne un rapport sur l'autonomie le jour même du discours sur l'autonomie de la Corse d'Emmanuel Macron. Tout le monde est en train de se dire « Ah, mais c'est un peu tard ».
D'accord? C'est pas trop tard, mais c'est un peu tard. Donc il est important aujourd'hui qu'on fasse prendre conscience et qu'on prenne conscience de ces enjeux, parce que comme je le disais tout à l'heure, on sait ouvrir la boîte de Pandore, on sait scientifiquement de manière assez posée comment les choses se passent ensuite. Ce qui est certain, c'est que jusqu'à présent, personne n'est vraiment arrivé à la refermer une fois qu'elle était ouverte. Et donc, si on pouvait laisser le Mistigris dans sa boîte, je pense que notre pays, qui déjà connaît bien des divisions, bien des fractures, bien des fragilités, ne s'en porterait que bien mieux. Merci à vous tous.